Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 €, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 € par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 € par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD. Eh bien écoutez chers amis, je vous propose que sans tarder on accueille notre invité sur ce plateau, l'invité politique de cette émission Backseat. Ce soir c'est la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. Bonsoir Marie-Lise Léon, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Adèle vous a présenté rapidement en parlant de vous comme d'une grande optimiste. Oh ça va, ça aurait pu être bien pire. Il y a encore quelques petits calages médias. Mais c'est normal, vous êtes la secrétaire générale de la CFDT, premier syndicat de France chez les travailleurs du privé. Et vous l'êtes depuis juin dernier. Vous, le syndicalisme, je crois savoir que c'était pas automatique, c'est pas une culture familiale particulièrement. Comment vous en êtes venu? C'est quoi votre parcours? Mon parcours, c'est l'industrie. J'étais responsable sécurité environnement dans plusieurs boîtes. Et le moteur premier, ça a été la question de la santé et sécurité au travail. Et au-delà de ça, de façon un peu plus intense, ça a été l'engagement syndical, c'était l'enjeu du respect au travail, en fait. Respect au travail ? Respect et dignité au travail, ce qui était exactement le discours de ce qu'on a entendu aussi dans les cortèges au début de l'année. Ouais. Parce que, voilà, il y a des salaires, des salariés, des travailleurs aussi dans les fonctions publiques qui n'arrivent pas à se faire respecter au travail, respecter leurs droits, respecter ne serait-ce ceux qu'ils sont et ceux qu'ils font. Voilà. Alors, une autre particularité, vous êtes à la tête de la CFDT en cette année 2023, qui est une année particulière puisqu'on a connu la bataille des retraites, qui a finalement été perdue par le Front syndical. Mais on a aussi vu le retour du Front syndical uni entre la CFDT et la CGT. Est-ce qu'on est en train d'assister à une nouvelle ère ? Oui, je pense qu'il y a une nouvelle... ne serait-ce que sur le sujet des retraites, c'était important et indispensable qu'on puisse parler d'une seule voix. Après, on était 8 organisations syndicales dans cette intersyndicale. Et je pense que c'est bien qu'on ait pu faire front ensemble sur un sujet aussi important. Est-ce que ça continue, ce front uni ? Est-ce que vous êtes toujours aussi unis avec les autres organisations syndicales ? Oui, alors je ne sais pas ce que vous appelez unis. Après, on n'est pas devenu une seule organisation syndicale. Donc forcément, on a chacun nos caractéristiques, nos marques de fabrique, les sujets qui nous tiennent plus ou moins à cœur. Et donc, on continue de se parler, on continue d'avoir des propositions communes, notamment sur les questions d'égalité salariale. C'est un sujet sur lequel on a des choses à porter ensemble. Après, on n'a pas forcément les mêmes priorités ou les mêmes... Qu'est-ce qui vous tient moins à cœur ? Comment ? Qu'est-ce qui vous tient moins à cœur que les autres ? Non, alors c'est pas que ça tient moins à cœur, c'est qu'on a des priorités différentes. Après, là, on a réussi à trouver on a des sujets communs sur la question salariale, la question des bas salaires, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a les enjeux autour des moyens syndicaux. Ça, c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes, et sur lesquels, on arrive à faire des choses en commun. Claire ? Oui, notamment suite au mouvement contre la réforme des retraites, ce qui était très marquant, c'est Front syndical uni, mouvement déterminé et échec finalement de la mobilisation. Merci de me le rappeler. Parce que fin de non-recevoir, pas parce que manque de mobilisation, mais parce que fin de non-recevoir de la part du gouvernement. Ce qui différencie historiquement aussi les organisations syndicales, c'est un rapport différencié sur le dialogue avec le gouvernement. Est-ce que ça, c'est quelque chose où vous êtes chacun retourné dans les rapports que vous aviez avant le mouvement contre la réforme des retraites avec le gouvernement, ou est-ce que c'est un truc où vous maintenez un peu un bloc sur comment on s'adresse au gouvernement et quand est-ce qu'on décide de maintenir ou de rompre le dialogue ? Oui, ça fait partie des discussions qu'on a ensemble sur qu'est-ce qu'on peut porter ensemble et quels sont les moyens qu'on peut déployer ensemble ou pas ensemble. Un exemple, on parlait des questions d'égalité salariale et des salaires en général. Le gouvernement nous a dit on fait une conférence sociale, donc c'est l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble des organisations patronales et le gouvernement. Et là, on a eu des échanges pour se dire
qui y va, pour porter quoi. Et voilà, donc ça fait partie des choses qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont importantes. En amont, oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de débats entre nous non plus pour savoir s'il fallait y aller ou pas, parce qu'il y avait tellement d'enjeux, il y a encore aujourd'hui tellement d'enjeux sur les bas salaires que voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on se retrouve, mais on n'a pas forcément les mêmes propositions. Donc voilà, chacun y va aussi en se disant, moi je vais porter une proposition phare sur cet enjeu-là, la question des salaires. On parle des bas salaires. Aujourd'hui, vous avez soit des négociations d'entreprise, soit des négociations dans les branches. Donc, c'est l'ensemble des entreprises d'un même secteur d'activité qui doivent appliquer les mêmes règles en termes de salaire. On a priorisé cette question des branches et de se dire, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des coefficients qui correspondent à des salaires qui sont sous le SMIC. Ça existe encore en France. Il y en a plus d'une 50aine aujourd'hui qui ne jouent pas le jeu en fait de la discussion. Et voilà, nous on a dit les entreprises qui jouent pas le jeu, elles doivent plus bénéficier par exemple des exonérations de cotisations. C'est-à-dire que l'État leur propose de faire un certain nombre d'exonérations de cotisations. C'est un manque à gagner pour la protection sociale. Nous on dit s'ils jouent pas le jeu des salaires, ils ne doivent plus pouvoir bénéficier de ces aides. Mais à propos de jouer le jeu, il y a eu pendant plusieurs années, entre 2015 et 2020, un moment où on théorisait beaucoup le recul des corps intermédiaires. C'était plus à la mode, c'était ringard. Les Gilets jaunes étaient là aussi pour revigorer une autre manière de s'opposer. Et là, on a eu l'impression d'assister à un retour des syndicats avec une très très grande puissance de mobilisation dans la rue, avec peut-être que ça s'est vu d'ailleurs dans le nombre d'adhérents qui sont repartis à la hausse. Et pourtant un échec quand même. Après, je suis d'accord. C'est un vrai regain, un vrai dynamisme. On a plus de 73 000 nouveaux adhérents depuis le 1er janvier. C'est beaucoup. On a pas mal. On est un peu plus de 610 000. Alors, on compte chaque année parce que là, on compte les entrées. Il y a aussi des départs, des personnes qui partent en retraite, qui ne veulent plus adhérer à un syndicat. Mais je reviens sur le terme de mode. C'est pas vraiment une mode, c'est une façon de voir le politique, de se dire je suis mieux à diriger tout seul en fait. C'était ça, c'était le macronisme pour vous ? Oui, c'est quand Emmanuel Macron, il a toujours été extrêmement clair. Les syndicats, leur place, c'est dans l'entreprise. Donc sur tout le reste des sujets qui sortent de l'entreprise, qui concernent un peu l'ensemble de la société, c'est moi qui décide tout seul. Et ça a été sa vision, c'est ce qu'il a défendu, c'est ce qu'on a... Ce qui n'est pas très éloigné de la vision historique aussi de la CFDT, c'est-à-dire le syndicat, c'est dans l'entreprise justement. Ouais, alors c'est une vision qu'on a, mais on est... Nicole Notat, j'ai fait un portrait de Nicole Notat, j'avais travaillé dessus. Attention là, elle a soutenu activement Macron. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Enfin, mais je veux dire, il y a une culture commune de renvoyer à la négociation. Non. Alors ça, c'est pas... Ouais, alors entre renvoyer à la négo et soutenir Macron, c'est deux choses différentes. Nicole Notat, elle soutient Macron, mais elle est plus syndicaliste depuis plus de 20 ans. Voilà. Donc, il y a eu une rupture depuis. On peut avoir une vie après le syndicalisme après aussi. François Chérec, au moment de Laurent Berger, il y a eu une rupture avec une certaine manière d'envisager le syndicalisme qui a été historiquement... Non, je ne dirais pas que c'est une rupture. Moi, ce que je pense d'important, c'est que le syndicalisme, il évolue aussi avec le temps, quoi. Il évolue, il s'adapte. Ça ne veut pas dire qu'il faut accompagner tous les changements tels qu'ils se présentent. Le militantisme et le syndicalisme dans les années 90, ça n'a rien à voir avec les années 2000, 2010, 2020. Et ce que Laurent a imprimé à la CFDT, c'est les enjeux de proximité, de se dire aujourd'hui, le syndicalisme, il doit d'abord répondre à des questions très concrètes que posent les salariés sur leur lieu de travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien à l'échelle des secteurs d'activité ou on ne fait rien à l'échelle nationale. Il y a des sujets qui doivent être traités à l'échelle nationale interprofessionnelle. Exemple, les retraites. Là, on fixe des règles pour tout le monde. Ça concerne un ensemble de salariés importants. On a négocié un accord sur les retraites complémentaires. Là, je vais rentrer peut-être dans des détails qui vous paraissent éloignés. Mais les retraites, donc il y a un régime général qui est géré par l'État. Il y a un régime complémentaire pour les salariés du privé qui est géré uniquement par les organisations syndicales et patronales. Et ben là, c'est l'Agirc-Arrco ? Agirc-Arrco, exactement. Et c'est ce dans quoi le gouvernement a tenté à un moment de piocher un peu de pognon à un moment, équilibrer. Je pense que l'idée est toujours en tête. Ça a passé. Il y a un petit... Je croyais qu'il était revenu en arrière. Non, ils feront ça dans un an, globalement. Ah bon, d'accord, ok. Ça, c'est...
peut-être même avant même. Ouais. Donc on a quelques inquiétudes sur le fait qu'ils soient quand même, ils n'aient pas complètement oublié cette idée. Et donc quand on négocie à l'échelle nationale interprofessionnelle, c'est-à-dire que ça concerne tous les salariés, que vous soyez à Besançon, à Mulhouse ou à Bayonne, vous avez les mêmes droits. Et ça, c'est important qu'il y ait cette égalité. Et donc quand on négocie, on a revalorisé ces pensions complémentaires, et c'est 13 millions de personnes qui sont concernées. Antoine ? Aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes, il y a à peu près 1 Français sur 10 qui se considère proche d'une certaine manière de la CFDT. Et quand donc pas syndiqué, mais proche de la CFDT. Quand on regarde comment ces personnes ont voté, on voit qu'au premier tour de la présidentielle, à 41%, elles ont voté pour Emmanuel Macron. Comment vous vous positionnez du coup en tant qu'organisation par rapport au gouvernement ? C'est pas compliqué en tant que CFDT avec une base sociale qui est finalement assez pro-gouvernementale de s'opposer au gouvernement ? Non, alors là, c'est aucun... Non, on n'a pas de... Parce que moi, mon interlocuteur, c'est le gouvernement, mais pas que. Et je trouve qu'il passe souvent sous les radars. Ceux avec qui on discute et qui doivent prendre leurs responsabilités, c'est les employeurs. Donc moi, mon interlocuteur premier, c'est l'ensemble des organisations patronales, et c'est avec eux qu'il faut pouvoir discuter, négocier, comme on l'a fait sur Agir Carco, on le fait sur l'assurance chômage. Et voilà, je pense que je pense que c'est important de marquer aussi la différence. On n'est pas un parti politique, on n'est pas un mouvement, on est une organisation syndicale. Notre cœur de métier, c'est le travail, l'emploi, les conditions de travail. Et ma cause première de cœur, la question du respect des droits et de la dignité au travail. Est-ce qu'il n'y a pas réinventer un rapport entre le politique et le syndical ? On a déjà eu l'occasion de parler de la charte d'Amiens sur ce plateau à plusieurs reprises avec votre prédécesseur Laurent Berger. On a vu pendant la séquence des retraites encore une fois qu'il y avait ça avait grésillé sur la ligne entre la France insoumise et l'intersyndical. Est-ce que il y a aussi eu une époque où la CFDT c'était la succursale du PS, c'était le volant syndicaliste du PS, que la CGT c'était le volant syndicaliste du PCF. Tout ça, ça renvoie à des vieux souvenirs. Ouais, dans quoi est-ce qu'on se projette ? Les années 70, mais 80. Oui, c'est ça. Mais ça a été structurant. Ça a été structurant. Ouais, c'est structurant. Et où est-ce qu'on va alors ? Je pense qu'il y a deux choses. Moi, je tiens alors, on ne va pas refaire le débat sur la charte d'Amiens. Donc, est-ce qu'il faut un lien structurel entre les syndicats et les partis politiques ? Moi, je pense que non. Ça fait partie aussi de l'émancipation au travail d'un travailleur, d'être sollicité pour comprendre les enjeux de son entreprise et qu'il puisse participer aux décisions. Et ça, c'est vraiment le cœur de métier du syndicalisme. Après, le rapport aux politiques, il se pense à chaque moment en fonction des périodes, en fonction de l'histoire. Si aujourd'hui, la question, elle se repose de façon extrêmement concrète, c'est que je pense qu'on voit globalement un mouvement politique qui est un peu en perdition, je le dis comme je le pense. Et que si à un moment le syndicalisme est revenu sur le devant de la scène, c'est aussi qu'il a comblé un vide un peu interfédéral de capacité d'action de certains partis politiques ou mouvements. Voilà, donc nous on est extrêmement clairs, donc ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas non plus. Et c'est hyper important qu'à un moment, on est, nous, organisation syndicale, on ne fait pas les lois, on n'exerce pas le pouvoir politique comme le font les politiques, mais je pense que on a trop, quand on parle des relations qu'il y a pu y avoir précédemment, moi ce qui me dérange, c'est les partis politiques qui expliquent aux syndicalistes qu'ils doivent penser. C'est ça le problème. Et ça, vous avez le sentiment de l'avoir vécu ? Oui, moi je l'ai vécu. Mélenchon pendant non, on ne va pas focaliser sur Jean-Luc Mélenchon. Je sais qu'on parle beaucoup de lui en ce moment, peut-être un peu trop, mais je pense qu'il faut que chacun comprenne que on a chacun notre rôle et on est hyper utile, chacun dans notre rôle, et qu'on ne peut pas tout mettre dans tout et faire en sorte que chacun soit libre aussi de s'exprimer, quoi. Usul ? Et pourtant, la bataille des retraites, du coup, s'est terminée quand même sur un échec, malgré cette unité syndicale. Une des leçons que tire de cette séquence Sophie Binet, c'est les gens ne sont pas assez encore syndiqués, le mouvement était encore trop faible. Il n'y a pas encore assez de masse, il n'y a pas encore assez d'organisation en fait, des travailleurs, et les conséquences, c'est l'échec. Vous partagez ce constat ou vous pensez qu'il y a d'autres explications ? Je pense qu'il y a ce qu'on s'est dit en premier, c'est-à-dire qu'on a un exercice du pouvoir extrêmement vertical et un gouvernement qui pense qu'il peut décider tout seul.
Mais quand je dis on se sent ignoré, nous, organisations syndicales, vous allez vous poser la question on bosse, nous, avec des associations de protection de l'environnement, de lutte contre la pauvreté. C'est exactement, ils sont pas calculés exactement de la même façon. Le MEDEF se sent ignoré, vous pensez aussi? Alors là, on est sur... Ouais, mais... peut-être moins, peut-être un peu moins. Je pense que ça dépend des ministères. Voilà, ça dépend des portes auxquelles ils frappent. Mais, non, mais clairement, Ils sont plus entendus. Quand on dit c'est pas une mode, c'est une vision politique, je décide tout seul et ma doctrine, c'est pro-business. C'est pas de contraintes aux entreprises. À partir du moment où on est dans cette situation politique et que le MEDEF, nous, on vient en disant on va dialoguer. Ça veut dire que dialoguer, c'est discuter, c'est négocier, c'est faire du compromis. Et le Quand MEDEF il a le choix entre je comprends. lâcher du lest au syndicat pour avancer ou obtenir ce qu'il veut avec le gouvernement, les choix se font aussi en fonction de ça. Il y a un sujet qui, cette semaine, agite beaucoup la classe politique, c'est la loi immigration qui est en examen au Sénat depuis lundi dernier. La loi a déjà beaucoup évolué, si on regarde un petit peu les amendements qui ont été votés à l'heure où je vous parle. L'article 3 qui prévoyait la régularisation des travailleurs sans papier dans les branches, dans les métiers en tension, a été supprimé. Suppression de l'aide médicale d'État, qui a été remplacée par une aide médicale d'urgence beaucoup plus restreinte. Le rétablissement du délit de séjour irrégulier, l'instauration d'un quota migratoire, le durcissement du droit du sol. Bref, la droite a fait ce qu'elle avait promis de faire de ce texte, donc elle est en train de durcir considérablement les conditions de séjour pour les personnes sans papier sur le territoire. Est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous avez un regard sur cet article 3 ? Vous le défendez ? Oui, et pas que l'article 3, parce que justement, nous, on revendique aussi quand on bosse dans une entreprise et qu'il y a des travailleurs... ça peut arriver d'avoir des collègues sans papier, parce que ça existe aussi qu'il y ait des employeurs qui ferment les yeux et qui font bosser des gens sans papier. Et que ça les arrange bien, et du coup, pas de papier. que la question de personnes qui n'ont pas la nationalité, qui ont des enfants qui naissent sur le sol français, à qui on explique que la règle, elle change quand on a des collègues qui bossent dans des hôpitaux et qui découvrent que l'aide médicale d'État va être supprimée, ça a un impact directement sur le travail. Et je pense que ça doit tous nous percuter en tant que citoyens. Donc nous, on s'exprime globalement sur un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, c'est une honte. Ce projet de loi, c'est une honte. Est-ce que notre marché du travail pourrait se passer de travailleurs sans papier aujourd'hui ? Non. Non, il ne peut pas. Mais du coup, il a besoin on estime à peu près 400 personnes en situation irrégulière, 400 000, pardon. Pas 400 000. 400 000, oui, pas 400, excusez-moi. Problème d'échelle. 400 000 travailleurs sans papier, ouais. 400 000, et il y en a 100 000 qui bossent. Donc, il y a 400 000 personnes en situation irrégulière, à peu près. Et sur ces 400 000-là, il y en a un on quart. On se réfère à ceux qui... On estime. On estime. Après, par définition, ils sont... Oui. Parce que c'est quoi la vie de quelqu'un qui est sans papier en France ? C'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui est dans l'hyper-précarité, qui ne sait pas ce que demain sera fait. Donc, qui fuit la police au quotidien, qui a du mal à se loger. Qui fuit les contrôles, qui a du mal à se loger, qui a du mal à trouver du boulot. C'est des travailleurs qui... Où est-ce qu'on les trouve le plus ? Dans quel secteur est-ce qu'on trouve le plus ? Secteur hôtellerie, restauration, bâtiment. Hôtellerie, restauration, bâtiment. Bâtiment, globalement, c'est ça. Chez les ouvriers agricoles. Agriculture avec les saisonniers. Et puis, et donc, on estime à peu près à 100 000 personnes aujourd'hui qui travaillent et qui n'ont pas de papier et dont il faut régulariser la situation parce que... et nous, notre demande et ce qu'on a porté... C'est quoi votre ligne à vous sur la question migratoire ? Question migratoire, tous les travailleurs qui sont au travail sans papier et qui... sont dans les clous, enfin qui respectent il y a un certain nombre de critères. Il faut être sur le territoire français depuis un certain nombre, en activité depuis un certain nombre de mois. Il faut qu'il y ait une régularisation beaucoup plus massive. Et aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'il y a une circulaire qui définit les critères et que la décision, c'est à la discrétion du préfet. Et ça crée des inégalités terribles en fonction des territoires. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a raison de penser qu'un accord avec les Républicains est possible ? Parce que c'est autour de ça, c'est autour de cet accord potentiel pour échapper à un 49.3. Je pense qu'il est possible, mais dans quelle mesure ils perdent pas leur âme, quoi. C'est ça la question. Parce que si... Non, mais... Claire, je suis là en mode, ils n'ont pas d'âme. Ouais, voilà. Je sentais la vanne qui naît, juste au bord des lèvres, là. Mais pour le coup, on parle d'âme, mais il y a aussi le président de la commission des lois, Sacha Houlié, qui défend aussi l'article 3, qu'il a fait dans une tribune. Donc, on peut se dire qu'ils vont batailler dur à l'Assemblée nationale. Alors, plus dur que c'est ça. C'est que je dis, là, c'est une honte totale. On nous avait dit, le projet de loi, il va avoir 2 jambes. Une jambe, voilà. Oui, je me souviens. Ouais, bon. Déjà, la jambe sociale, elle était hyper fragile. Mais alors là, autant dire qu'il n'y a plus rien. C'est le Sénat. On sait son positionnement politique. On va voir ce que ça donne à l'Assemblée nationale. Mais s'ils veulent un accord à tout prix,
et ils l'auront forcément avec LR, et et ils savent que c'est depuis le début, c'est avec eux qu'il faut dealer, il faut négocier, il faut voilà. Moi, ma crainte, c'est qu'ils veuillent un accord à tout prix et qu'on rentre, qu'on acte des décisions extrêmement graves. Claire ? Ouais, la crainte qui est exprimée là, c'est que ça devienne finalement un projet de loi complètement surdéterminé par la volonté de conclure un accord entre les parties. Et il n'y a plus aucune connexion avec ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Et donc, il y a notamment 2 questions sur cet article 3. La question de la durée qui est donnée. Donc là, ce serait 1 an, ce qui est très peu. Et la question de la détermination de cette fameuse liste des métiers en tension. Ouais. Donc, je voulais bien vous entendre là-dessus sur c'est quoi ce débat autour de la liste des métiers en tension, comment ils sont déterminés, qu'est-ce que ça implique pour les travailleuses et travailleurs ? C'est le problème. En fait, nous, on n'était déjà pas fans de l'article 3. Après, on s'est dit, ça peut être un premier pas pour faciliter. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les critères de régularisation, comme je disais, sont dans une circulaire et que le droit, il ne s'applique pas de la même façon pour tout le monde. Ouais. Si on le met dans la loi, on crante un premier pas. Et donc, la question des listes, c'est pas la bonne, c'est pas la panacée. Et la façon dont c'est construit, c'est discuté par région, en fait, en fonction des besoins. Et ça, c'est aussi une vision un peu utilitaire, quoi. C'est pas notre vision. Parce qu'elle peut changer, cette liste. Et elle peut changer, exactement. Ouais. Et il y a des personnes qui aujourd'hui peuvent très bien être dans des métiers hors liste, qui ont besoin d'être régularisés. Bon, on va prendre les choses petit à petit. On va voir déjà si à l'Assemblée, il y a des choses qui peuvent évoluer positivement. Après, moi, ce que je crains, c'est qu'on part de tellement loin que le boulot, il est énorme pour rétablir quelque chose qui pourrait être... rétablir des droits, les questions du droit du sol, la question de l'AME, c'est juste... c'est purement scandaleux. Et en plus, c'est totalement... c'est dogmatique, ça n'a aucun sens. La question de l'aide médicale d'État, c'est 0,5% du budget de l'assurance maladie. C'est-à-dire ça va complètement à l'inverse de l'éthique et de la déontologie médicale. En plus, c'est purement théorique. C'est-à-dire que vous avez probablement tous entendu des médecins dire « mais moi, je soigne tout le monde, je soigne tous ceux qui arrivent dans mon cabinet ou à l'hôpital parce que c'est ma déontologie médicale. » Donc, c'est complètement délirant de penser que parce qu'il y aura une loi qui dira qu'on ne les soigne plus, que ça se passera. Ça va juste retarder les soins. Il y a des personnes qui vont arriver encore plus malades et qui devront être soignées et au global, ça coûtera plus cher. Donc, c'est vraiment du dogme politique et de la tactique politicienne qui se fait sur le dos des personnes. Ouais, et oui. c'est on peut le dire de temps en temps. C'est un vrai sujet de Vous vous êtes déclaré c'est raciste, Vous vous êtes déclaré favorable aux sanctions au civil et au pénal contre les chefs d'entreprise qui emploient des travailleurs non déclarés. La CFDT ? Oui. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait des sanctions qui soient prises contre les employeurs ? Parce que s'il y a des travailleurs sans papier, c'est aussi qu'il y a des patrons que ça arrange. Oui, c'est un mécanisme dont certains employeurs tirent bénéfice et qui, du coup, font en sorte... Mais ça, c'est valable sur pas mal d'éléments en matière de droit du travail où il n'y a pas vraiment de sanctions. Il n'y a pas assez de contrôle parce qu'il n'y a pas assez de moyens non plus dans l'inspection du travail. Donc ça fait partie des sujets qui doivent être... On a du mal à voir une stratégie gagnante pour les débats à l'Assemblée là-dessus. Oui, je vous vois pincer des lèvres, mais moi aussi, j'ai du mal à voir. On voit bien ce qui est en train de se passer au Sénat, mais il y a un côté pas de surprise, c'est le Sénat, on connaît, on ne fallait pas s'attendre à autre chose. Maintenant que ça va arriver à l'Assemblée nationale, on a du mal à imaginer une stratégie victorieuse pour les tenants de l'article 3, même si ce n'est qu'un service minimum pas suffisant. On va voir. Moi, je pense que non. Alors si on ne fait que se désespérer, on ne fait plus rien. Donc je pense qu'il y a je pense que la majorité présidentielle, les groupes Renaissance et voire même quelques centristes, il y a moyen d'en faire évoluer certains. Et il y en a qui sont convaincus, qui ne sont pas forcément sortis du bois. Donc je pense qu'il faut faire ce boulot auprès des parlementaires. Et Antoine, à l'Assemblée, il va aussi falloir les votes LR, quoi. Comment ? Et en même temps, à l'Assemblée aussi, il va falloir les votes LR, des LR de Éric Ciotti. Ouais.
et il ne sera pas pour le maintien de l'article 3. Non. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises. Antoine. Mais plus globalement, est-ce que vous attendez encore quelque chose de ce gouvernement qui a, qui a quand même, qui a théorisé en 2017 la fin des corps intermédiaires et une relation hyper verticale entre le pouvoir et la population, sans les syndicats en particulier, qui a quand même été extrêmement sourd à toutes les revendications syndicales pendant la réforme des retraites, malgré le fait qu'il y avait des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes dans la rue au moment de cette manifestation. Est-ce que vous attendez encore quelque chose des années à venir, ou vous êtes juste en train de vous dire vivement 2027 et qu'on passe à autre chose ? Ouais, alors je suis pas sûre que le passage à autre chose en 2027 soit plus réjouissant, donc c'est déjà un point. Non, mais c'est aussi un sujet, et la responsabilité, elle est aussi d'abord de ceux qui gouvernent aujourd'hui, et donc moi j'attends qu'ils mettent en pratique aussi ce qu'ils nous ont dit en juillet. On va changer de méthode, on va associer les organisations syndicales, et quand on passe aux travaux pratiques, il faut qu'ils soient en capacité aussi de nous prouver qu'ils ont envie de faire différemment. Aujourd'hui, moi, j'ai pas la preuve. Et mon rôle, moi, en tant que responsable syndical, c'est de dire, je vais pas attendre 3 ou 4 ans les bras croisés, quoi. Donc ça veut dire, c'est mener la bagarre et être exigeant vis-à-vis du gouvernement, mais c'est aussi aller chercher ceux qui essayent de toujours passer sous les radars, c'est les employeurs. Enfin, en matière d'emploi et de travail, c'est quand même les principaux concernés. L'autre sujet d'actualité, c'était la conférence sociale. C'était la seule chose qui avait été annoncée par Emmanuel Macron à l'issue des rencontres de Saint-Denis d'août dernier. C'était donc le 16 octobre dernier au Conseil économique, social et environnemental que le gouvernement a convié les syndicats et le patronat à dialoguer pour une première étape de discussion. Il en est sorti la création d'un haut conseil des rémunérations, la refonte de l'index d'égalité professionnelle, les conditions des aides publiques aux entreprises qui ont été revues. Bref, un certain nombre de choses qui ont déçu votre collègue Sophie Binet de la CGT, qui a dit « tout ça pour ça ». Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Est-ce que ça a servi à pas grand-chose, cette conférence sociale ? Moi, j'ai dit c'est utile, mais franchement, c'est que ça peut être qu'un début, quoi. Moi, il y a un point que je note qui est hyper important, c'est qu'un gouvernement qui brandit la valeur travail, j'aime pas le terme, je le mets entre guillemets parce que c'est pas ma vision, ils ont enfin reconnu qu'il y avait des travailleurs pauvres en France. Parce qu'avant, c'est-à-dire reconnu, ça veut dire quoi ? Formellement, ça veut dire quoi ? Formellement, de dire on a un problème de pouvoir d'achat de gens qui bossent et qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur boulot. Okay. Ça, c'est pas un discours qu'on avait entendu jusqu'à maintenant. Jusque-là, il disait les problèmes de pauvreté sont en fait des problèmes d'emploi. Il suffirait qu'il y ait des emplois de et les gens ne seraient pas pauvres. Eh bien si, quand même. Ouais. Et là, donc c'est déjà un bon moi, point. Je pense que c'est déjà un point sur lequel on peut s'appuyer pour dire, il suffit pas de dire que les gens, s'ils ont envie de bosser, ils peuvent bosser. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus, c'est plus complexe. Et sur la question notamment des salaires, il y a la question du niveau des salaires, il y a la question d'accéder à des temps complets. Aujourd'hui, un des premiers critères qui explique les écarts salariaux, c'est que les femmes n'arrivent pas à accéder à des emplois à temps complet. Donc elles cumulent des petits bouts d'emploi par-ci par-là pour pouvoir essayer de faire des temps pleins, et c'est pas facile, et voire c'est impossible. Et puis, dans l'égalité entre les hommes et les femmes, un des points clés aussi de cet écart, c'est qu'on n'a pas la même progression. Je dis on parce que vous êtes un homme, mais je suis une femme. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et un des sujets, c'est la question de la parentalité. Quand vous êtes une femme sans enfant, les écarts salariaux sont autour de 5-7% avec un homme. Quand vous arrivez à 3 enfants, c'est 31% d'écart. C'est-à-dire que il y a un sujet dans le déroulement de carrière qui doit être posé. Et donc ça, c'est aussi un des sujets qui a été abordé à la conférence sociale. Après, je dirais pas tout ça pour ça, parce que voilà, on a permis de Au moins, il y a ça qui a émergé, un certain nombre de points. Mais ça ne peut être qu'un début. Ah bah oui, non, mais si là, on va juste passer tous pour des guignols, si on dit c'était super et on a obtenu des trucs, on a réussi à parler de sujets, ça n'est pas suffisant. Usul. Il y a autre chose qui va parfois creuser les écarts salariaux, ça va être le fait pour les patrons, les employeurs de distribuer des primes. Ouais. Et parfois, en effet, par exemple, les femmes peuvent être moins présentes, peuvent faire moins de présentéisme, comme on dit, et vont parfois aussi avoir moins de primes. Les primes, c'est une place à l'arbitraire.
les primes ne permettent pas de cotiser à la retraite. La prime Macron de fin d'année, etc. C'est devenu une vraie composante de ce qu'on ne peut plus appeler vraiment salaire, mais de la rémunération de manière générale, au détriment du salaire, qui lui d'ailleurs ouvre des droits, etc. C'est un vrai sujet, ça. Il faut s'attaquer à cette manière-là de réagir à coups de primes, de distribuer des primes comme ça, et revaloriser le salaire, et donc revaloriser les salaires. Absolument. La question du pouvoir d'achat, parce que moi, je ne fais pas un déplacement, je vais dans des boîtes 2-3 fois par semaine, je ne fais pas un déplacement sans qu'on me parle du pouvoir d'achat. Et la question, et le sujet central, c'est mon salaire, mes évolutions salariales, et en fait, comment mon travail est reconnu. C'est ça le salaire, c'est comment ce que je fais tous les jours est reconnu par mon employeur, qui me dit, voilà, combien je te paye pour ça, combien mes compétences... Voilà, j'ai de l'expérience, comment ça c'est reconnu. Et en fait, aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité, je pense aux aides à domicile, par exemple, les nettoyeurs, la propreté, des agents sécurité privée, où on considère que, comme ce sont globalement des emplois dits peu qualifiés, il n'y a pas de compétences particulières, donc en fait, c'est le SMIC pour tout le monde, quoi. Et ça, c'est pas acceptable. Claire ? Oui, une question spécifiquement sur quelque chose autour duquel on tourne, mais cette question de l'égalité salariale homme-femme, il y a quand même eu des fenêtres d'opportunité pour que le gouvernement acte des choses là-dessus. En particulier, lorsqu'il y a eu des textes au Parlement sur la conditionnalité des aides aux entreprises, c'est inclure cette question de l'égalité salariale ou au moins de la transparence là-dessus, et ça a été systématiquement rejeté par la Macronie. Donc, quelle sincérité vous sentez sur ce sujet ? Est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour obtenir une forme d'avancée sur ce sujet ? Comment vous voyez l'index qui avait été imposé il y a quelques années ? Est-ce que est-ce que c'est accessoire ou est-ce que ça aide ? C'est quoi nos outils dans cette bataille-là ? Il y a effectivement la question des exonérations, la conditionnalité et les sanctions. Je pense que si on durcit les sanctions et qu'on les applique, ça peut aussi dissuader et ça peut forcer les entreprises à regarder de plus près et d'avoir envie de travailler concrètement sur la réduction des écarts. Après, comme je le disais, on a un gouvernement qui ne veut pas de contraintes aux entreprises. Donc, c'est pas forcément une petite musique qu'ils ont envie d'entendre. C'est pas pour autant qu'on ne le rappellera pas. Notamment, on doit travailler sur une nouvelle version de l'index. L'index égalité homme-femme, c'est une note qui est donnée aux entreprises qui C'est une donne... note publique ? Comment ? C'est une note publique ? Ouais, c'est public, ce qui traumatise beaucoup de boîtes. Le fameux name and shame. Le fameux name and shame. Mais ça peut fonctionner, ça peut être utile. Ça peut fonctionner, sauf que moi, ce que je constate, donc c'est un outil, c'est pas inutile, mais ça dépend comment on l'utilise. Et si, moi j'ai des DRH, ils sont plus obnubilés par avoir une bonne note que de se dire comment je réduis les écarts entre les salaires. Non, mais on en est là. C'est la méthode et de la bonne note, c'est pour pas être sur la mauvaise liste des entreprises et d'être pointé du doigt. Non, mais le risque d'image, il est hyper fort et les entreprises, elles n'ont pas forcément envie. Mais plutôt que de se dire on fait une photo, parce qu'avoir une note en 2022, l'idée, c'est de se dire comment... Il faut la faire tous les ans. Faut que ça ait du sens. C'est quoi la photo et c'est quoi le film, en fait ? Comment on fait en sorte de pouvoir progresser ? Et le problème, c'est que l'index initial, tel qu'il existe aujourd'hui, il y a tellement d'exceptions ou de catégories de salariés où on veut... Parce qu'il y a un sujet, moi, sur lequel il faut qu'on bosse, c'est la question de la transparence salariale. Et je pense qu'on n'est pas prêt, culturellement en France, à être beaucoup plus ouvert et transparent sur qui gagne quoi, y compris dans la boîte. C'est quoi, c'est un frein culturel ? Moi, je pense que c'est culturel. Alors moi, je fais une petite... quand je vais dans les boîtes, régulièrement, je pose la question, mais vous seriez prêt, élu du personnel, à mettre de façon totalement transparente tous les salariés, on a un tableau et on sait exactement qui gagne quoi. Vous posez la question à la machine à café, ça y a un frein. Il y a un moment où ça... Mais et dans le cadre de l'égalité homme-femme et de l'index, il y a cet enjeu de transparence qui est fondamental.
Et tant qu'il n'y aura pas de transparence, je pense qu'on n'arrivera pas à décoincer les situations. Usuel. Revenons sur l'inflation, ce contexte-là où les salaires sont grignotés au fur et à mesure par l'inflation. L'inflation alimentaire est de l'ordre de 20%. On n'est pas du tout sur les rattrapages de SMIC, etc. La question, c'est la CFE-CGC, FO, Solidaire, la CGT propose l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire d'indexer les salaires sur l'inflation, comme ça se fait en Belgique, comme ça se faisait en France dans les années 80. Est-ce que c'est une proposition qui va dans le bon sens et que la CFDT soutient aussi ? Non, parce que, pour plusieurs... Alors pourquoi ? Parce que quand c'est automatique et qu'il y a une forte inflation, ça permet de soutenir l'évolution des salaires. Là, ça aiderait bien. Là, en Belgique, ça aide bien les travailleurs. Les patrons se plaignent parce Sauf que qu'on ça augmente, se rend compte qu'en période de très très faible inflation, c'est vachement plus... Quand il y a un dispositif comme ça qui existe... Oui, mais l'inflation, telle qu'on la connaît en évolution aujourd'hui... Si l'inflation baisse, ça devient un truc anti-salarial. Ça rend hyper difficile la négo, en fait, la négociation. Bah oui. Et quand on négocie les salaires, on négocie pas que l'inflation, en fait. On négocie l'expérience, le travail qui a été fait, les évolutions de métier, par exemple. Et donc ça, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'un truc automatique pour pouvoir... Là, on voit qu'on a quand même un peu besoin de ce truc automatique. Mais ça va être dur d'aller expliquer aux travailleurs, là, non, vous n'avez pas besoin de hausse de salaire automatique au moment même où, mois après mois... mais dans ce cas-là... Non, parce que là, du coup, ça renvoie à notre responsabilité de syndicaliste, en fait. Qu'on soit capable et qu'on puisse créer le rapport de force dans les boîtes et les branches pour pouvoir obtenir des négociations salariales. Il n'y a pas le rapport de force, alors. Je comprends que l'automaticité devienne séduisante. Ouais, mais je pense que je préfère me dire que c'est à nous de prendre le taureau par les cornes et de se dire qu'il faut qu'on soit plus nombreux, plus forts et qu'on arrive à embarquer plus de salariés pour créer le rapport de force et obtenir de la négo. Parce que si on le fait sur les salaires, grâce à ça, c'est un levier pour aussi obtenir d'autres choses. Les salariés sont pour. 86% des cadres, par exemple, sont pour l'échelle mobile des salaires, le chiffre ce matin. Ouais. Donc c'est quand même une... je sais que c'est une disposition qui est populaire. Ouais. Comme vous faites un sondage, la suppression de l'AME, ça on est mieux... Non, mais carrément, mais peut-être pas comparer. Non, je compare pas. Non, mais il y a effectivement des sondages qui disent qu'il y a sur les questions salariales. Après, vous êtes à l'aise avec le fait d'être minoritaire là-dessus ? Comment ? Vous êtes à l'aise avec le fait d'être minoritaire là-dessus ? Ouais, complètement. Ça me pose aucun problème. Mais cette position sur... en fait, il faut renforcer le rapport de force. Elle tient dans une période où le syndicalisme est très fort, etc. Mais dans une situation où, par rapport justement à cette période qu'on évoquait des années 70-80 quand même, c'est pas le même rapport de force. Est-ce que cette échelle-là, le fait d'indexer, c'est pas... Ouais, mais dans ce cas-là, ça donne une place à l'État, en fait, qui est de plus en plus forte. Et je pense que ça amoindrit la place des organisations syndicales. Et que c'est pas une fatalité d'être moins fort aujourd'hui qu'on a pu l'être il y a 30 ans. Et que c'est à nous, syndicats, d'évoluer et de savoir parler à tous ceux qui en ont le plus besoin. Nous, on a fait une enquête sur l'engagement en 2022, l'année dernière, où on a identifié que, ceux qui sont syndiqués, ils sont plutôt heureux. Donc ça rend optimiste. Voilà, comme les syndiquez-vous où que vous vouliez, syndiquez-vous où que vous vouliez. À la CFDT, c'est mieux. C'est étonnant comme argument, je n'attendais pas. Syndiquez-vous, vous serez heureux. Bah ouais. Non, mais c'est d'accord. Parce que t'es pas d'accord avec ça ? Non, c'est drôle, mais c'est bien. Mais je pense que c'est un engagement qui Ils sont plus ou moins heureux selon les syndicats ? Non. Alors, ça, chaque syndicat fera son enquête qu'on pourra comparer. Mais nous, on l'a fait. On a 30 000 répondants. C'est 30 000 répondants. En tout cas, la CFDT, ils le sont. Mais ils le sont pourquoi ? Parce qu'on obtient ils voient les résultats que ça produit. Mais adhérer à un syndicat, c'est pas juste prendre sa carte, c'est participer à des débats collectifs, c'est dans sa boîte, ça peut être dans la boîte, ça peut être en dehors, ça peut être aller donner un coup de main à une entreprise à côté, aller tracter, participer à des activités, monter des projets. Nous, on a lancé des projets, des collectifs de projets. Vous pouvez être adhérent dans n'importe quel secteur, dans le bâtiment, la fonction publique. Il y a un sujet qui vous tient à cœur localement. Et c'est pour ça qu'on bosse d'ailleurs avec le Pacte du pouvoir de vivre. C'est une alliance de 65 orgas
où on permet à des adhérents CFDT de s'engager et d'aller bosser avec la Fondation Abbé Pierre, avec d'autres. Voilà, on est 65, donc il y a moyen de trouver la cause qui vous intéresse. Et moi, je pense que ce dont on a besoin en fait en ce moment, c'est que c'est le pouvoir d'agir. C'est de se dire, je veux avoir une prise. Je ne veux pas juste regarder les mauvaises nouvelles défiler, c'est que je veux prendre ma part dans l'action. Et le syndicalisme, c'est aussi ça, quoi. Le pouvoir d'agir. C'est ça, l'engagement. Pouvoir de vivre, pouvoir d'agir. Le pouvoir de vivre, pouvoir d'agir, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie-Lise Léon, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci à vous, je vais vous laisser quitter le plateau.